Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche, ce soir, M. Abdoul Karim Sango, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Et merci pour votre disponibilité. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes titulaire d'un baccalauréat série A2 obtenu en 1995 au lycée classique et moderne de Daloa, en Côte d'Ivoire, d'une licence et d'une maîtrise en droit obtenue à l'université de Ouagadougou, des études que vous allez poursuivre au Bénin, sanctionné par un diplôme d'études approfondies, et à Perpignan, en France, où vous obtenez un master de droit comparé. D'abord, parlez-nous un peu de votre choix de formation, le droit. Peut-être un petit détail. Est-ce que c'est un choix ou bien est-ce que... Un petit détail pour préciser, là où j'ai obtenu le baccalauréat, c'est de façon plus précise, c'est le lycée classique et moderne 3 de Daloa, qui était un des lycées les plus célèbres, je veux dire, de l'époque en Côte d'Ivoire. Mais mon parcours est un peu atypique, parce que moi, je suis un produit avec beaucoup de contradictions. J'ai fait une seconde C, une première C et une terminale A. Et lorsque je suis arrivé... Qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau? Non, disons que... C'est à la A. Disons que j'avais été influencé par mon frère aîné, qui lui avait fait un bac E, qui est un grand mathématicien. Donc, du coup, qui m'a motivé dans mon parcours à aimer les mathématiques. Mais mon potentiel dans les matières littéraires était un potentiel qui n'exigeait pas de ma part beaucoup d'efforts pour avoir les meilleurs résultats. Ça a d'ailleurs été un grand problème au conseil de classe au lycée classique moderne 3 lorsque je voulus passer de la première C en terminale A. Simplement parce que je me suis rendu compte qu'en première C, je faisais beaucoup d'efforts pour avoir 10 en mathématiques, 11 en physique, en passant. Alors que dans les matières littéraires. Et quand je suis arrivé en terminale A, les gens ont dû se demander, mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il vient chercher ici? Mais moi, j'ai sorti major en terminale A. Donc, j'étais dans mon élément naturel. Et lorsque j'ai obtenu le baccalauréat, j'avais plutôt voulu faire des études d'histoire ou de philosophie, parce que j'avais été positivement influencé par mon professeur d'histoire-géo et par mon professeur de philosophie. Mon professeur d'histoire-géo m'a dit non, Sango, je te conseille plutôt de faire des études de droit. Que lui, même si c'était à recommencer, et qu'avec la démarche intellectuelle qu'il perçoit en moi, il pense que je ferais un bon juriste. Alors, pour la philo, j'ai un aîné qui a plaisanté, il m'a dit, bah, tu sais toi, tu es déjà un fou, hein. Si tu fais... C'est le cliché qu'on a des philosophes la plupart du temps. Voilà, à l'époque. Un aîné, il m'a dit, non, Karim, arrête tes histoires. Donc, je me suis fait orienter au département d'histoire. Et dès le premier cours avec un des célèbres professeurs à l'époque, le professeur Madiga, il demandait aux étudiants un peu qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. Quand j'ai exprimé, il m'a dit non, vous ferez mieux de partir en droit. Effectivement, l'idée que je me faisais, parce que j'aimais beaucoup la politique, en fait, c'est à l'époque le programme de terminale. Vous aviez un idéal? Voilà, un peu de transformation du monde et tout ça, les grands problèmes politiques. Il m'a dit non, si vous voulez faire ça, allez-y, faire des études de droit, beaucoup plus sciences politiques. Donc, j'ai perdu la motivation et puis j'ai échoué la première année d'histoire. J'ai immédiatement demandé le transfert pour aller faire des études de droit. Quand je voulais aller en droit, à l'université, c'était le mouvement inverse. C'était une période où les gens qui étaient en droit pour venir à la flash. Alors à l'université, je rencontrais le monsieur, il y a un monsieur qui m'a dit, mais monsieur, vous, est-ce que vous êtes sérieux? Vous ne pouvez pas traverser la rivière, vous voulez aller traverser un fleuve?
Et puis on a plaisanté comme ça. D'ailleurs, on se rencontre souvent dans la vie, il me taquine, il est content de moi. Parce que les droits étaient considérés comme beaucoup plus difficiles. Beaucoup plus difficile. Que la avec des faculté taux de d'histoire. réussite très... Voilà, les lettres modernes. C'est pas que c'était relativement facile, mais il y avait des enseignants qui étaient réputés, craints. Et plus je suis allé, je lui ai dit, bon, jeune. Et puis, je crois que c'était là mon beau cheminement. Est-ce que vous rêviez, par exemple, disons, du barreau ou bien peut-être voilà, de devenir juge? Non, moi j'ai toujours été influencé par les, si vous voulez, par l'analyse politique. Voilà. En fait, disons que j'ai toujours voulu enseigner. Mais pas dire le droit. Non, pas dire le droit comme magistrat, comme avocat. Non, ça ne m'a pas... Sinon, à l'époque, d'ailleurs, quand je finissais à l'université, c'était beaucoup plus facile de devenir magistrat un peu dans notre génération. Non, 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 c'est dommage d'ailleurs que c'est ce qui a fait que j'ai poursuivi, j'ai fait un 2A, j'ai fait un master, et puis je ne suis jamais arrivé à terminer cette fameuse thèse que je traîne parce que j'étais beaucoup plus intéressé par l'enseignement, la recherche universitaire. Mais je crois que la politique est passée par là, ça m'a pris un peu beaucoup de temps. L'engagement citoyen, bon, je ne regrette rien parce que bon. En tout cas, votre vie professionnelle démarre peut-être dans les années 2000, avec donc le ministère de la fonction publique, où vous êtes chargé du contentieux et de la carrière au niveau donc de ce département. Vous êtes également, comme vous l'avez dit, attiré par l'enseignement. Aujourd'hui, vous êtes enseignant permanent. Bien sûr, avant d'être ministre, vous étiez enseignant permanent au niveau de l'École nationale d'administration et de la magistrature. Mais comme vous l'avez dit, vous avez toujours été passionné par l'analyse politique. Et puis vous étiez connu, bien sûr, par vos analyses assez acerbes, très critiques. Voilà, comment vous expliquez cet engagement-là? Alors, c'est une vieille histoire. Je pense que pour ceux avec qui j'ai fait des études, c'est beaucoup plus facile, mes aînés, d'expliquer la trajectoire. Vous savez, c'est toujours difficile de parler de soi-même. Mais je suis né avec un père qui n'avait pas fait de grandes études, mais mon père aimait les journaux, la presse, la radio. Ce qui fait que moi, dès l'école primaire, en fait, je lisais les journaux. De l'ECP1, l'ECP2, je lisais couramment comme ça. D'ailleurs, il y a eu un témoignage à la télé de me promotionner quand j'étais allé en Côte d'Ivoire pour un événement. Et quand j'étais au collège, entre acheter un gâteau, j'achetais un journal. Moi, j'achetais Jeune Afrique, Le Monde diplomatique, tout ça depuis le lycée, tout ça. Parce que, bon, j'ai toujours voulu comprendre le fonctionnement réel du monde. Et en même temps, j'ai toujours voulu, à ma façon, transformer le monde. C'est d'ailleurs ce qui a fait que je suis resté pendant une période, par exemple, secrétaire général de l'Association des Amis du Monde diplomatique, parce qu'à l'université, on travaillait sur le concept d'un autre monde est possible. Voilà. Donc, et pour transformer le monde, il faut bien comprendre comment le monde lui-même il fonctionne. Mais vous auriez pu choisir, voilà, en tout cas une option beaucoup plus tranquille. Mais là, on a l'impression que vous aimiez vous chercher des problèmes. Oui, je pense que ça me caractérise un peu en partie. Mais bon, je pense que c'est mon destin aussi. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop idéaliste? Parce que quand on suit un peu vos sorties, en tout cas il y a plusieurs années de cela, on a l'impression que mais ça n'a même pas changé. Vous rêviez d'un monde, voilà, les dirigeants africains, voilà. Je pense que quelqu'un l'a dit, si à 20 ans, et je le répète aux jeunes, si à 20 ans, vous ne rêvez pas de transformer radicalement le monde, si vous n'êtes pas utopiste, c'est qu'il y a un problème dans votre parcours. Mais si après 40 ans, vous en êtes encore dans cet état d'esprit aussi, il se pose un problème. Donc j'allais dire que, un peu comme le disait, je crois que c'est Frantz Fanon,
C'est-à-dire que dans une relative opacité, chaque génération doit essayer de bousculer les codes. C'est ce que j'ai essayé de faire, hein, à ma façon. Avant, bon, évidemment, de me retrouver dans une fonction ministérielle qui, bon... Vous êtes rentré dans les rangs? Ce n'est pas que je suis rentré dans les rangs, mais je pense que c'est une autre expérience. Voilà. Dans mon parcours, qui me permet de réaliser que entre une description théorique, idéaliste, par exemple la société burkinabé, la société africaine, avoir la possibilité d'agir pour la transformer de façon effective, il y a effectivement un gap, il y a une limite. Donc, je le dis souvent, parce que on m'a connu un peu trop, vous dites critique acerbe, ce n'est pas des critiques acerbes, c'est des critiques tout court. Le professeur Balima Serge, il dit qu'il ne faut pas ajouter des qualificatifs quand ce n'est pas nécessaire. Alors, monsieur le ministre, vous dites que vous n'êtes pas rentré dans les rangs, mais aujourd'hui, parce que quand on est jeune, vous avez dit on a un idéal, on a un rêve, aujourd'hui, vous êtes au pied du mur, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que la critique était trop facile? Non, pas trop facile. Parce que, encore une fois, comme moi je l'indique, vous savez, j'ai un promotionnaire ivoirien, qui est un homme d'affaires très influent, qui me suit, qui me dit que... Il pense qu'il y a une certaine intelligence dans ma démarche. Parce que, il n'y a pas de... je dis, ce que je veux dire, même quand on n'est pas d'accord avec ce que je dis, on accepte que ça peut être dit. C'est-à-dire que votre situation de ce moment, mais par exemple, moi, je dis toujours que sous le régime de Blaise, j'ai peut-être eu des soucis, pas apparents, certainement, mais véritablement, avec l'ensemble de ces ministres, ils me respectaient. L'ensemble des présidents d'institutions, ils avaient beaucoup de respect pour moi. Alors que, bon, et ce que je disais, parce qu'ils estimaient, je vous donne un exemple banal un jour, ça me permet de rendre ce témoignage, parce que ici on ne reconnaît jamais ça chez les gens, et ça c'était un problème. Vous savez, un des grands problèmes que j'ai eu dans ma carrière, en tant qu'enseignant à l'ENAM, fondé sur des subjectivités. Vous savez, c'est l'ancien ministre de la fonction publique, M. Songalo Ouattara, qui a été président de l'Assemblée nationale. Oui. Un jour, je ne sais pas qui lui a dit, qui me convoque comme ça dans son bureau. Je pensais d'ailleurs que c'était pour dire, ah mais Sango, tu nous critiques. Il me dit non. Ah mon jeune frère, ça va? Ah ben moi je vous suis hein, depuis de longues années. J'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Alors il semble que vous avez tel problème administratif. Moi je vais vous résoudre ça. Il me dit, bon, vous savez, moi, je ne suis pas un politicien classique. Est-ce que vous avez eu des problèmes parce que vous étiez justement engagé, vous n'aviez pas votre langue dans votre poche? En fait, c'était lié en partie à cela. Puisque un aîné que je ne veux pas citer ici, qui occupait un poste de très grande responsabilité, a dit à un de mes enseignants, professeur de fac, aujourd'hui ambassadeur au Tchad, il dit, oh, bah, tu sais, Sango, il faut qu'il se taise un peu. Il parle trop, le petit. C'est pas facile, même quand on veut objectivement régler ces problèmes, parce qu'on estime qu'il parle trop. On me l'a toujours reproché, hein, jusqu'à ce qu'un jour, on comprenne que ce que je dis, il n'y a aucune méchanceté. Et que bien au contraire, ça doit être dit. Alors donc Songalo m'a dit non, je règle ton problème. Et il a réglé. En dépit de toutes les difficultés. C'était quoi le problème? Non, je préfère ne pas aller beaucoup plus en profondeur. C'est juste pour montrer que le Sango critique acerbe, qu'il y avait quand même des hommes d'État qui pouvaient comprendre que on peut ne pas être d'accord avec telle personne, mais si ce que la personne dit est vrai, il faut la rétablir dans ses droits. Il ne faut pas être tapis dans aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas peut-être une camisole parce qu'on ne vous a pas connu
vous avez toujours été connu donc pour voilà, cette verve, disons. Aujourd'hui, vous êtes ministre, vous êtes obligé quand même... je suis obligé. Il ne faut pas qu'on me demande voilà, de vouloir parler. Est-ce que vous ne souffrez pas de cette situation, de ne pas pouvoir laisser libre cours à votre verve? Bon, je dis accepter que je fasse une autre expérience. Hein? Je pense qu'il y en a qui jouent très bien ce rôle-là aussi. Et c'est ce que je leur dis. Sur leur tour, ils le font. Mais ce qui est important, c'est que tout ce que nous faisons doit contribuer à renforcer la cohésion nationale, doit aider à développer le Burkina. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que cela. Alors revenons un peu sur votre parcours. Je l'ai dit, vous n'aviez pas votre langue dans votre poche. Vous étiez déjà, donc, en tout cas, en première ligne dans ce long combat qui a conduit vers l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Alors, à ce moment-là, donc, le régime Compaoré tombe, place à la transition. Vous estimez, dans une analyse que, en tout cas, j'ai pu parcourir, que cette transition n'a pas été à la hauteur des attentes. Ça veut dire que la critique était toujours là. Qu'est-ce que vous avez reproché à la transition? Je pense que, par moments, sur certains aspects, elle a souvent manqué de neutralité, j'allais dire. Dans tous les cas, je l'avais dit dès une des premières grandes réunions qui avait été organisée par Diaconia avec Luther, à Splendide, devant des conseillers de l'ancien Premier ministre Rézida. J'ai dit que en Afrique, tous les acteurs des transitions, c'est-à-dire les gouvernants des régimes de transition, qui ont voulu avoir un agenda caché, se sont toujours fait avoir. Je l'ai dit publiquement. J'ai dit que cette transition, si elle veut réussir dans l'esprit de l'insurrection, elle gagnerait à se mettre véritablement au service de l'intérêt général. C'était quoi l'agenda caché? Oh, je pense qu'aujourd'hui, il est inutile d'en parler parce que c'est de l'histoire. Mais est-ce que l'histoire vous a donné raison? Moi, je pense que l'histoire m'a d'autant plus donné raison que des acteurs de la transition ne peuvent même pas venir au Burkina. Après l'avoir servi, pourquoi? Pourquoi on se retrouve en exil? Après avoir servi à un certain niveau. Il y en a qui sont obligés de raser les murs. Au lieu d'être ceux qui auraient pu aujourd'hui, d'une certaine façon, dans un environnement difficile, en raison de leur relative neutralité, être ceux qui... Il y en a qui ne sont pas là, qui sont là en exil, vous les connaissez. Ne me demandez pas de citer. Notamment au Canada. Il y en a qui sont là-bas. Voilà. J'ai écrit, lorsque le général s'était octroyé, le lieutenant-colonel Zida, lorsque le texte avait été pris et qu'il s'est fait octroyer le grade de général. Le grade de général. J'ai dit que un général qui n'a pas la légitimité de sa troupe, ça ne sert à rien. Et que ce grade allait être le grade de tous ses malheurs. Je l'ai écrit, parti sur ma page Facebook. Pas parce que j'ai quelque chose contre lui. Mais comme je dis, c'est comme si vous êtes un assistant d'université un jour, vous voulez comme ça devenir un professeur titulaire, avec tous les problèmes que ça crée. Je crois que c'est ça. Mais il y en a qui sont restés. Je vois bien le président, Kafando. Mais quand vous dites par exemple un agenda, parce que beaucoup reprochaient justement à cette transition, vers la fin en tout cas, de travailler justement pour que le MPP arrive au pouvoir, est-ce que c'était ça le manque d'équité ou bien voilà le fait que... Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que la transition ait travaillé de façon particulière pour que le MPP arrive au pouvoir. Mais le MPP étant constitué de véritables politiciens, d'hommes politiques qui l'ont fait depuis un certain nombre d'années, a dû profiter des faiblesses
que la transition, elle présentait. Je pense que c'est rationnel. Tout homme politique cherche toujours à tirer profit du système qui est en face de lui. Ça, on ne peut pas reprocher ça. Dans tous les cas, le général Zida, bon, c'est vrai que je ne sais même pas s'il a été déchu de son grade de général. En tout cas, le Premier ministre Zida, dans ses confessions, a dit toute sa haine. Je sais qui je suis. Il a traduit toute sa haine pour ce parti. Donc on ne peut pas dire a priori qu'il a travaillé pour... Non, je pense, de façon objective, qu'il a essayé de travailler pour lui-même. Or, ce n'était pas ce rôle qui était attendu de lui. Je crois que les événements aujourd'hui en cours, d'une certaine manière, viennent à confirmer cela. Je crois que ce qu'il a réussi, c'est d'opposer très certainement les acteurs politiques au sein de la transition. Ce qui lui aurait permis, lui, peut-être, de réussir peut-être un coup d'État, mais... Pour prolonger son bail. Pour prolonger son bail. D'ailleurs, ça avait été dit. Et moi, à l'époque, j'avais écrit aussi pour dire qu'il n'était pas question de prolonger la transition parce que je ne voyais pas ce qu'elle ferait de plus. Donc, c'est un peu cela. Le problème. Alors, vous l'avez dit, vous êtes également un homme politique. On va parler de cet engagement dans l'arène. Qu'est-ce qui vous y a poussé? Moi, je suis venu aux parents sur invitation de camarades. C'est vrai que, bon, le professeur... Pas sur conviction. Non. En fait, j'avais mes convictions. Mais je ne sais pas si j'aurais fait moi-même directement le pas. Lorsque le pas a été créé, je n'étais même pas à Ouaga. Et quand je suis rentré, des camarades, dont Barry Taïrou et d'autres, aujourd'hui magistrats, sont venus me voir. Ils m'ont dit, bon, Sango, toi qui aimes beaucoup la politique, mais j'aime la politique au sens du partage des idées. Voilà. Mais ce n'était pas forcément... On dit, ah, ben, est-ce qu'on ne va pas s'organiser? J'ai dit, ah, ben oui, ça peut être une bonne idée. D'ailleurs, quand on a créé la Sud estudiantine et que j'en suis devenu président, quand on allait voir le professeur Badé, il a dit, non, lui, le compagnonnage des étudiants, tout ça, lui, n'en veut pas. Parce qu'il ne veut pas qu'on dise que lui, il est en train de manipuler les étudiants. Et que bon, si nous voulons nous engager, nous nous engagerons. Voilà. C'est comme ça que moi, je suis venu dans le... Est-ce que vous n'étiez pas plutôt fasciné par, disons, en tout cas la verve du professeur Laurent Bado? Il est connu pour ça. En tant qu'étudiant sur les bancs de l'université, est-ce que ce n'est pas tout cela également? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais quand on a pris le temps de lire, au-delà du libéralisme et du socialisme, le tertiarisme, ça fait à peu près 500 pages. Quand on s'est donné la peine de lire ça, et si on a une certaine culture politique et administrative, on ne peut qu'être séduit par ce que dit le professeur. Parce que là-dedans, il y a de la profondeur. Maintenant, comment il lui dit, comment il exprime, dans tous les cas, le professeur, ils ne sont pas nombreux à ne pas succomber au charme de sa manière de présenter ses idées. Mais ce n'est pas ça, fondamentalement. C'est la pensée politique qui en découle. Mais c'est une pensée politique, on a l'impression, qui mobilise, en tout cas quand le professeur sort pour une conférence publique, on voit que tout le monde tend l'oreille parce qu'il y a toujours des pics qui sont jetés ça et là, des expressions voilà, qui retiennent l'attention. Mais au moment du vote, ça ne s'est jamais concrétisé. Oui, mais quel a toujours été le problème selon vous? Non, mais parce que vous savez, le vote, il ne faut pas vous faire d'illusions. Le professeur nous l'a enseigné, mais c'est dit dans tous les livres sérieux. Du science politique ou du droit constitutionnel. Le système démocratique tel que nous l'avons hérité des États occidentaux est un mirage dans un environnement d'analphabètes, dans un environnement où la pauvreté est aussi prégnante. Donc le système... Je disais, je ne sais plus à qui, rien que ce matin, un anthropologue burkinabé qui enseigne à Paris-Sorbonne, qui est venu dans le cadre du FESPACO, on va réfléchir ensemble sur les questions d'IPN, tout ça. Je lui dis que c'est une escroquerie. Vous pensez qu'on n'est pas mûr pour la démocratie? Pour le modèle
de type libéral qu'on a. Parce que ce modèle, bon, on ne va pas reprendre l'histoire ici, ça n'a jamais été appliqué quelque part, tel qu'on le fait. Où tous les analphabètes, tout le monde se lève un bon matin, suffrage universel, ça n'existe pas. Oui, chacun rentre dans l'urne avec son libre arbitre et puis Même voilà, il s'il n'y choisit. a pas de libre arbitre. Parce que le libre arbitre, il faut avoir les outils pour comprendre les choix qu'on doit opérer. Mais vous savez très bien, j'ai accueilli le président de l'Union africaine hier à l'aéroport, le président de la Commission de l'Union africaine à l'aéroport. On en discutait. Regardez les élections. Au lieu d'être des temps d'apaisement, c'est des temps de conflit. Des temps de crise. Donc vous pensez que le parent est peut-être victime du fait que les gens ne comprennent pas assez. Le professeur Badou nous l'a dit toujours. Il a dit, ne vous faites pas d'illusions. Dans un environnement... C'est pour ça que le parent propose un modèle de démocratie autre que celui qu'il a. Qui nous aurait permis d'ailleurs d'économiser beaucoup de milliards. Comme on le voit dans des systèmes comme l'Afrique du Sud, les États-Unis, un système de grands électeurs. Un système indirect. Un système indirect. La plupart des chercheurs sérieux d'ailleurs aujourd'hui en viennent à dire que c'est cela. Mais le professeur il en parle depuis les années 80. Voilà. Quand il dit qu'on ne peut pas se développer si on ne met pas la culture en avant, c'est une évidence aujourd'hui. On se rend compte que tous les problèmes qu'on a, c'est fondamentalement culturel. C'est fondamentalement culturel. Aujourd'hui, voilà. Vous êtes dans l'alliance de la majorité, je veux parler du parent. Au départ, d'ailleurs, c'est une alliance que vous aviez dénoncée, avant donc de faire marche arrière. Cette alliance, elle est de raison ou de cœur, selon vous? Non, je pense que c'est une alliance à mi-chemin entre la raison et le cœur. La raison, pourquoi? C'est très simple. Nous avons conduit l'insurrection ensemble. Parce que moi, j'ai remis en cause l'alliance au départ, parce que je ne connaissais pas les termes de cette alliance. Mais un jour viendra où j'expliquerai beaucoup plus dans le livre. On a donné l'impression que non, je suis contre le MPP. Non. Mais des moments viendront où les gens comprendront quelle était ma démarche. Mais je dis, c'est de raison parce que nous avons mené l'insurrection ensemble. Nous avons mis les jeunes dans la rue. Les jeunes ont été victimes. Donc, la transformation du nouveau Burkina, ça paraît logique que toutes les forces qui ont contribué et qui ont des idées, parce que comme l'a dit Émile Paré, tout le monde dit on veut le gouvernement, mais le problème, quelles sont vos idées? Parce qu'on a 200 partis politiques au Burkina, après on va dire, bon... Mais est-ce que vous pensez pouvoir influencer réellement quelque chose? Nous influençons. Nous sommes respectés dans cette alliance. Nous sommes écoutés dans cette alliance. Dans tous les cas, que ce soit le fondateur du parti, vous savez très bien qu'on ne peut pas l'obliger à être dans un système qu'il ne veut pas. Ça ne répond pas à sa nature, à sa personnalité. Encore moins, moi. On ne peut pas, je dis, à qui veut l'entendre, que vous ne pouvez pas me faire faire ce que je n'ai pas envie de faire. Mais est-ce que le professeur Bado ne peut pas vous faire faire ce que vous ne voulez pas? Parce qu'on a vu, après Tahirou Barry était au gouvernement, on a vu ce qui est arrivé, ce grand clash avec le professeur Bado, qui a entraîné votre parti d'ailleurs dans une crise. Le professeur Bado qui a décidé de mettre fin à sa participation au gouvernement. Je parle du ministre Tahirou Barry, qui est parti. Vous êtes venu. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous n'êtes pas obligé également Non, vous savez, quand on présente ça comme ça, c'est trop simplifié. Mais je pense que le professeur Bado s'est longuement expliqué sur ces conditions. Dans tous les cas, moi, comme je dis, je n'ai pas le temps pour parler de Tahirou. Ça ne m'intéresse pas. C'est son histoire, c'est son rapport avec Bado. Mais je dis, en toute responsabilité, qu'on ne peut pas me faire faire ce que je n'ai pas envie de faire. Le professeur, contrairement à ce qu'on pense, il est ouvert à la discussion. Il a ses convictions. Il les présente. Par exemple, je vous donne un seul exemple.
Lorsqu'il y a eu la pression dans le parti sur les questions de nomination et tout ça, moi j'ai dit au professeur, il dit, mais le manifeste du parent là, on a dit que le parent est contre la politisation de l'administration. J'ai dit, vous-même, vous nous l'avez enseigné à l'université. Il dit, ah oui, Sango, c'est vrai, tu as raison. Comment va-t-il aujourd'hui, le professeur? Il va très bien. Il va très très bien. Mais beaucoup ont des craintes parce qu'on a l'impression que le parent aujourd'hui, c'est le professeur Laurent Bado. Est-ce que ce n'est pas un élément qui peut empêcher la durabilité de ce parti? Non. Vous savez, pour évaluer la durabilité d'un parti, il faut l'analyser sous le prisme de son programme, de son idéologie. C'est ça. Le parent, c'est le tertiarisme. Le concepteur du tertiarisme, c'est Bado. Mais si Bado n'a pas la demain, le tertiarisme existe. Et tous ceux... Le parent, ce n'est pas un agrégat de gens qui se sont mis ensemble sans idée claire de savoir où ils veulent. Comme je dis, ce n'est pas... Le parent, non, nous sommes le seul parti politique au Burkina à disposer d'un document bien rédigé, bien articulé, bien argumenté sur tous les secteurs de la vie sociale, politique, administrative, avec des propositions de solutions fondées sur la culture africaine. Il n'y a pas deux partis qui ont ça au Burkina. Donc alors vous êtes dans l'Alliance. Ne soit pas là, mais nous autres, on sera là pour continuer. Alors, M. Sango, vous êtes dans l'Alliance, comme vous avez dit. Nous sommes dans l'an 4 du président Roch-Marc Christian Kaboré. Un bilan à mi-parcours jugé donc satisfaisant par la majorité. Dans l'opposition, on estime plutôt que Roch est devenu le problème. Non, je pense que ceux qui le disent dans l'opposition n'y croient pas eux-mêmes. Mais je dis tout le temps, c'est le jeu normal de la politique. Vous voulez qu'un opposant dise que son adversaire est la solution? Est-ce que le bilan est positif pour vous? Mais le bilan est positif. Sur quels aspects? Un, la démocratie, elle s'approfondit depuis que nous sommes là. La liberté, elle n'a jamais été aussi large. Je ne vois pas sous quel régime, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde. Mais la liberté, c'est plutôt à mettre à l'actif de l'insurrection. Non, mais au moins, cet acquis de l'insurrection est préservé. Ce n'est pas de la théorie. Et le président, le premier, a dit, il ne faut pas porter atteinte aux libertés. Lorsque nous examinons un texte, il dit non, il faut que vous restiez accrochés aux principes. Donc, dans tous les cas, il y a beaucoup de rapports qui confirment cette thèse que la liberté, elle est... Mais démocratie, liberté, mais il faut aussi manger à sa faim. Et puis, la justice de l'histoire du Burkina, et là je parle, s'il y a un seul juriste qui peut dire le contraire, comme dit Bado, je l'invite sur un plateau de télévision à discuter face à face. Jamais la justice n'a été autant libre que c'est le cas sous ce régime. Alors, on veut quoi? Maintenant, il appartient. Il faut aussi que les populations mangent à leur faim. Mais de ce point de vue, le programme du président a garanti quand même l'accès aux soins pour une catégorie de Burkinabés. Moi-même, ma propre femme a bénéficié de ça. Mon enfant est né à Yalgado. On nous a donné kit. Alors que j'aurais pu payer la gratuité des soins jusqu'à un certain niveau. Les infrastructures routières. Regardez comment on travaille à les mettre en œuvre. J'espère que très bientôt, on va faire la comparaison du nombre de routes que nous avons bitumées en 5 ans en comparaison avec les autres. Les écoles, on les construit. Alors, il y a l'épineuse question de l'emploi des jeunes. Mais soyons objectifs. Nous sommes dans une situation sécuritaire qui ne favorise pas l'investissement étranger. Mais justement, dans l'opposition, on reproche justement également à vous, de la majorité, de ne pas trouver les solutions justement à ce problème sécuritaire.
C'est nous, la majorité, qui avons déstructuré l'armée burkinabé. C'est nous qui avons pris tous les moyens de l'armée à les donner à un groupe. C'est vous qui nous, la majorité. C'est vous qui devez trouver les solutions aujourd'hui. Oui, mais les solutions, je l'ai dit à quelqu'un. Moi-même, ministre, je vois le comportement des fonctionnaires. Le ministre est obligé de descendre jusqu'en bas pour suivre les choses parce qu'on a quand même 27 ans de malgouvernance. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Reprenez les rapports au Comité national d'éthique, rapport du MAEP, les travaux du CGD. Non. Est-ce que les habitudes prises en 27 ans, soyons sérieux, puisqu'on dit que l'habitude est une seconde nature, ben ça, ce n'est pas la faute du régime actuel. Mais vous n'allez pas subir cela. Vous n'allez quand même pas subir cela. Vous allez certainement y apporter des réponses. Nous y apportons des réponses. Nous avons voté une loi de programmation militaire de plusieurs milliards de francs pour équiper l'armée. Moi, je suis au gouvernement. Le nombre de milliards consacrés à l'armée, qui fait que d'ailleurs aujourd'hui, certains secteurs sont laissés en rade, notamment par exemple des secteurs comme la culture. Parce qu'on a pris à bras le corps. Non, il faut reconnaître que l'État a été déstructuré pendant longtemps. Et c'est ça qui a facilité cela. Et vous savez très bien quand même, soyons objectifs, qu'un deal avait été opéré en son temps entre ceux qui nous... Surtout qu'aujourd'hui, le visage de ceux qui nous attaquent, peut-être que c'est des visages qui ne sont pas loin de nous, mais dans quelques temps, on verra. Ce qu'on peut remarquer au moins, c'est que nos forces de défense et de sécurité, sous le leadership du président du Faso, sont progressivement en train de monter en force. Nous sommes venus trouver des pays qui sont confrontés à cela. Ont-ils résolu cela en un clin de temps? Vous savez, j'ai toujours dit moi-même quand j'étais dans l'opposition aux hommes politiques qu'il faut faire attention dans le propos politique du type démagogique. Parce que ça va finir par vous rattraper un jour. Je pense que sur les principaux défis, sécurité et autres, le régime dans lequel je suis fait ce qu'il peut pour avancer sur la question. Mais ça ne peut pas se résoudre du jour au lendemain. Alors, monsieur le ministre, on va évoquer l'actualité, le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision donc, de Ouagadougou. C'est le grand rendez-vous en ce début d'année au Burkina Faso. Un festival qui fête donc cette année ses 50 ans. Dans la promotion de ce festival, on vous a vu notamment en Europe, donc auprès de certaines chancelleries, mais auprès de certaines institutions également. Aujourd'hui, monsieur le ministre, est-ce que le festival du cinéma de Ouagadougou continue de faire recette 50 ans après? Alors, si vous entendez par recette... Pas sur le plan financier, mais est-ce que le label... Ah oui, le FESPACO est un label dont la notoriété ne fait l'objet d'aucun débat au plan international. Je m'en suis rendu compte lors de mon séjour, mais bien avant cela. Parce qu'il y a quand même une floraison des festivals également sur le continent. Ces festivals n'ont pas encore atteint et n'atteindront pas, je ne crois pas, la statue du FESPACO. Mais cela requiert du Burkina et de l'Afrique un peu plus. Il faut approfondir les aspects professionnels de l'événement. Sinon, personne ne discute de cela. Tous nos partenaires sont là. Il y en a même de nouveaux. Quelle est la force du FESPACO? Est-ce que c'est son histoire ou c'est quoi essentiellement? Son histoire est un élément important. Oui. Parce que le FESPACO séduit à l'idée que, en Afrique, dans un pays prétendument pauvre, un tel festival a survécu pendant 50 ans. Donc ça, c'est un des points forts du FESPACO. Deuxième élément, c'est le concept lui-même. Parce que le FESPACO, comme je le dis, est perçu aujourd'hui comme étant la voie
du cinéma africain dans le concert mondial, à côté des autres festivals. Mais, comme nous, on ne sait pas, on a tendance à s'auto-flageller. En dépit des difficultés, et je le vois depuis 2 ou 3 jours, de logistique, d'hébergement, de billets d'avion et tout ça, parce que, à la différence des autres festivals, où la plupart des festivaliers, cinéastes et tout ça, quand vous partez à Cannes, vous payez pour y aller. Mais le concept du FESPACO, c'est qu'on facilite l'arrivée des cinéastes africains. Parce qu'on peut avoir produit un film et ne pas être à mesure de se payer un voyage pour un festival. Est-ce que c'est peut-être pas également là ce qui fait que c'est peut-être un colosse au pied d'argile? Parce que si le FESPACO doit mobiliser les ressources pour que ces festivaliers arrivent, je ne sais pas, ça peut être interprété également d'une autre manière. Parce que s'il n'y a pas de ressources, ça veut dire que c'est compliqué derrière. Moi, je pense que c'est un modèle qu'il faut repenser un peu, je pense. Mais il appartient, parce que le FESPACO, ce n'est pas seulement une affaire de l'État burkinabé. Il appartient, d'ailleurs, la Fédération panafricaine des cinéastes est en congrès à Ouagadougou. La FEPACI. La FEPACI. Il faut avec eux que nous repensions le modèle. Comme je dis, tel qu'il a été conçu il y a 50 ans, il ne peut pas aller dans les 50 prochaines années de cette façon. Je pense qu'il faut beaucoup de flexibilité. Il faut que le FESPACO s'adapte un peu aux règles de fonctionnement des grands festivals à travers le monde, pour pouvoir mobiliser beaucoup plus de ressources. Mais il n'a même pas de statut jusqu'à présent. Non, il a un statut. C'est un DPE. Maintenant, je pense que c'est un statut qui n'est pas adapté. Parce que le cinéma, comme je le dis, c'est une affaire de business. Parce que EPE, il s'agit de faire également des... C'est une histoire de fonctionnaires et tout ça. Non, je pense qu'il faut, à mon avis, il faut aller vers la forme d'une société. Il faut aller vers la forme de société d'État ou d'autres types de forces. Beaucoup plus business. Beaucoup plus business, je pense. Beaucoup plus business parce que, comme je le dis, comme le cinéma génère beaucoup de ressources, il faut que le FESPACO puisse se réformer pour faciliter cette possibilité. Parce que, bon, moi, je suis un peu désolé. Et j'aime cet exemple. On va dire qu'il en fait un peu trop. Quand je pense que Hollywood pèse 3 000 milliards dans l'économie nigérienne, et que nous, ici, quand l'État nous donne 1 milliard pour le FESPACO, on est content, je trouve qu'il y a quand même un sérieux problème. Il faut repenser le modèle. Il faut trouver un meilleur modèle économique. Mais je vois le piège du tout business. Puisque le cinéma doit constituer en même temps ce secteur qui nous permet de valoriser l'identité. Le festival, justement, ne risque pas de perdre un peu de son essence. Voilà. Je pense qu'il y a un peu ce piège. Il y a un peu ce piège, mais je crois que nous sommes des hommes intelligents. On peut trouver des solutions adaptées. L'essentiel étant que le festival puisse s'autofinancer, générer des ressources, et puis permettre au monde du cinéma, je pense, de vivre véritablement de leur art. Parlons de l'événement même. L'événement lui-même, on avait beaucoup d'appréhension. En tout cas, beaucoup avaient des appréhensions avant donc, en tout cas, l'ouverture officielle, parce qu'on se disait, vu le contexte sécuritaire, peut-être cette année, le festival n'allait pas avoir le même succès. Est-ce que le succès est au rendez-vous, selon vous? Non, je pense que le succès est au rendez-vous. Moi, je suis débordé. Peut-être même là où je suis, j'ai envie que certains invités me disent « Monsieur le ministre, on ne peut plus venir. » Parce que où je suis là, je n'ai même plus de chambre pour loger des gens à Ouagadougou et même dans la périphérie. Voilà. Le monde est au rendez-vous du FESPACO. Le monde des cinéastes, le monde des hommes du business, du cinéma, le monde politique. Je crois que ce festival va avoir le plus grand nombre de personnalités politiques comme on ne l'a jamais eu. Hier, je vous ai dit, le président de la Commission de l'Union africaine est arrivé. J'enregistre aujourd'hui l'arrivée de moins 4 ministres
en attendant les autres. J'attends l'arrivée de la directrice générale de l'UNESCO, la secrétaire générale de l'OIF. À la clôture, nous aurons 3 chefs d'État, dont 2 plus le nôtre. Mais on ne peut pas. Je crois que le Burkina est sur orbite aujourd'hui. Tous les médias sont focus sur le Burkina, tous les grands médias. Donc de ce point de vue, c'est ce que j'ai dit à Bruxelles. Et je me réjouis de ce que ça n'a même pas été une question évoquée par les partenaires. Parce que les partenaires ont confiance au Burkina dans sa capacité à organiser de grands événements. De grands événements. Cette année, il y a donc beaucoup de films burkinabés en compétition. 3, notamment donc, pour les longs métrages. Pour les longs métrages, mais également dans les différentes autres catégories. Je crois une vingtaine au total. Une vingtaine au total, et la plupart grâce donc au financement octroyé par le président du Faso, il faut le dire. C'est la preuve qu'aujourd'hui, il y a un problème de financement. Parce que n'eût été peut-être ce financement exceptionnel du président, c'est pas sûr qu'on aurait eu ce... Ouais, je pense qu'il faut trouver un modèle. Nous allons avoir une discussion avec la Chambre de commerce. Il faut qu'on ait un modèle économique qui arrive à convaincre nos businessmen qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent dans le cinéma. Les gens ne savent pas qu'au lieu d'épargner 10 millions dans une banque, si vous mettez 10 millions dans un film, le taux de rentabilité... Dans un bon film, disons. Évidemment. Dans un bon film, le taux de rentabilité peut être le plus important. Donc c'est ce chemin qu'il faut mettre en place. Parce que l'État ne pourra pas... Par exemple, vous voyez le cas du Nigeria, ce n'est pas l'État, c'est le privé. Voilà. Je que disais à un homme d'affaires très influent là, au Burkina, il y a 2 ou 3 jours, je dis, mais vous voyez les salles Canal Olympia, je vais à l'inauguration tout à l'heure d'une des salles là. J'ai dit, mais vous pouvez construire ça. Quand je vois le coût, ne serait-ce que même par fierté nationale. Parce que le problème qu'on a au Burkina, après on dit, non, vous donnez quoi, des blancs, vous donnez ceci, cela. Mais si les nationaux, il faut que nos opérateurs sortent du modèle commerce général, import-export, qui n'est pas un modèle durable et de véritable business. Monsieur le ministre, est-ce que les Talons d'Or a un réalisateur burkinabé, c'est cette année? Est-ce que vous y croyez? Oui, j'y crois. J'y crois. Parce que depuis 1997, on attend. J'y crois, mais je ne veux pas tomber dans la théorie qui consiste à dire « Ah non, c'est nous qui organisons ». Non. Donc il faut qu'on gagne. Non. Je pense que la crédibilité du FESPACO, si le monde entier vient là, c'est parce que on ne voit pas le ministre de la Culture appelant le jury, les amener à Kosiam pour dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Dans le système du FESPACO, nous avons gardé l'intégrité du Burkina. Sinon, on sait la Coupe d'Afrique des Nations, on voit souvent comment les gens ils font. Non, ici, nous, on regarde. Si nos films sont bons, le jury apprécie souverainement. Mais nous souhaitons quand même que pour les 50 ans, ce soit un film burkinabé qui remporte. Alors, monsieur le ministre, on ne peut pas ne pas évoquer cette question. Dernièrement, donc, vous avez fait votre conférence de presse pour faire le bilan. Le même jour, il y avait donc un autre son de cloche, disons, dans la rue avec le syndicat des musiciens, également, qui revendiquait un certain nombre de choses. Derrière, vos propos ont suscité le buzz un peu quand vous estimez que si la musique ne marche pas, il faut faire autre chose. Est-ce que aujourd'hui vous restez sur ça ou est-ce que peut-être vous n'avez pas été compris? Bon, je l'ai déjà dit sur le plateau, sur le fond de ma pensée, je ne vois pas quelqu'un qui peut contester ça. Dans la vie, là, si tu fais quelque chose qui ne marche pas, la moindre intelligence, tu changes. Ça, ce n'est pas une histoire de musicien. Ça, c'est un principe qui est un principe de vie universelle. Maintenant, les musiciens, je dis, ça a été juste une incompréhension. Parce qu'on a pris un bout de ma phrase. C'est toujours comme ça, quand on sort ça. C'est pour ça que j'ai dit, s'ils se sont sentis vexés, moi, je leur présente des excuses. On se rencontrera après le FESPACO, puisque sur beaucoup de points qu'ils mettent en avant, ils avaient déjà moi-même mon soutien.
Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a me pas des dire points que- qui sont difficiles quand on dit par exemple 1 million de francs CFA pour un live, 300 000 francs pour un playback comme caché, est-ce que vous pouvez répondre à une revendication comme celle-ci? Non, il n'appartient pas à l'État de dire qu'il faut payer 1 million. Pourquoi? Si je fais mon événement, même si c'est l'État, si le budget a alloué à l'aspect musique, artiste, si c'est un budget de 1 million, que j'ai dans mon budget global là-dessus. Parce que ce que je dis souvent, c'est le même débat que j'ai avec les gens au FESPACO. J'entends beaucoup les artistes musiciens se plaindre. J'ai dit, mais ce n'est pas un festival de musique. C'est un festival de cinéma. Ceux qui ont le droit de se plaindre, c'est les cinéastes, s'il y a des problèmes. La musique qu'on met là-dedans, et qu'il va falloir même repenser pour marginaliser sa place dans cet événement, c'est un accessoire. Or, depuis que ça a commencé, j'entends des bruits à gauche et à droite. Ici, on a dit on va donner 1 million, on va donner 2 millions, on va donner... Non. Moi, dans tous les cas, vous savez, j'ai toujours dit, ces formules de il faut faire ceci au stade, il faut faire quoi. Je ne vois pas un seul festival au monde où on va faire des ouvertures, des quoi au stade. C'est une vieille tradition qu'il faut aujourd'hui remettre en cause. Parce que c'est ça qui nous pousse dans ces excès-là. Un festival, on l'ouvre calmement, dans un palais bien extra, avec souvent un monde qui est prévenu. La dimension populaire, on peut la réaliser autrement en diffusant les films dans les quartiers et tout cela. Donc, toutes ces questions... Tout ça, c'est à revoir. Tout ça, à mon avis, c'est à revoir. Donc, ce point, je n'ai rien contre, si le budget le permet. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que moi-même, quand je suis devenu ministre, quand on m'a parlé des problèmes de cachets, j'ai dit à mes techniciens que vous ne devez pas traiter les artistes musiciens comme ça. Il faut que le ministère donne le bon modèle. Mais c'est dans la limite des budgets qui sont... Mais est-ce que ce n'est pas un problème? Parce que quand on regarde beaucoup de nos musiciens, ils ont du mal à vivre de leur... S'ils veulent vivre de leur art, la première des choses, c'est de faire un produit de qualité. Et mettre un système de diffusion efficace. C'est un acheteur. Moi, jusqu'à devenir ministre, je ne savais même pas que l'État pouvait aider un artiste à produire. Moi, je ne savais pas. Je pense que l'État crée des infrastructures qui facilitent un certain nombre de choses. Vous voulez faire un CD? Pourquoi l'État? Vous allez vendre le CD. C'est un objet marchand, commercial. Donc, pour beaucoup, Maintenant, le problème, c'est la qualité de la je musique. pense que le travail à faire, c'est ça. Dans tous les cas, les artistes musiciens, dont les œuvres sont... Ils ne posent pas ce problème. Non. C'est pour ça que je suis en train de réfléchir à l'OIF, pour qu'on puisse avoir une plateforme de vente de la musique burkinabé. Par exemple, moi, j'ai une plateforme là, que j'achète de la musique. Chaque mois, on m'enlève de l'argent sur ma carte. J'achète de la musique. Quand je cherche les artistes burkinabés là-bas, il n'y en a pas beaucoup. C'est des plateformes internationales. C'est en vendant comme ça qu'ils vont gagner de l'argent. Et quand ils vont être très bons, on va les prendre pour aller animer de grands concerts où il y a beaucoup d'argent. En organisant des concerts, ils sont tellement bons que, avant même que le concert recommence, vous connaissez les systèmes de... On fait un spectacle à guichet... Guichet fermé. Guichet fermé. Donc, il faut plutôt travailler sur ce sens. Dans ce sens-là, moi, je crois, pour améliorer. Voilà. On a beaucoup d'artistes talentueux aujourd'hui qui sont capables de cela. Il faut plutôt aider cette tendance-là. Monsieur le ministre, on va s'arrêter là pour ce soir. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter donc un bon festival, un bon cinquantenaire du FESPACO. Merci d'être passé sur le plateau de Sur la Brèche. Merci. Merci Voilà. de m'avoir invité. Je souhaite que les Burkinabés se mobilisent tous comme un homme autour de ce FESPACO, parce que le succès de ce festival, ça va être le succès de chaque Burkinabé et de chaque Africain. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Sur la Brèche ce soir. Merci pour votre attention. Je vous retrouve dimanche prochain pour un autre numéro de Sur la Brèche avec un autre invité.